Bonjour à tous, j'ai un micro. Vous êtes sur Mind Power en présence de Jules Loup et de moi-même. Et aujourd'hui, on va vous parler des régimes, les régimes alimentaires. Alors, avant, il faut définir ce que c'est que le sujet dont on va parler. C'est quoi un régime? Alors aujourd'hui, dans ce qu'on va vous parler, un régime, ça va être un ou plusieurs aliments ou classes alimentaires qu'on exclut de notre alimentation. Voilà. Après, il faut quand même rappeler quelques trucs. Et je vais vous faire un petit disclaimer. Il n'y a pas de régime universel, que ce soit sur le plan santé ou performance, ou sport ou truc. Juste par le simple fait que on a tous des patrimoines génétiques qui sont différents, et juste ça suffit à devoir adapter à chaque individu. Un individu, il est individuel, et c'est indivisible, c'est une entité, c'est un tout. C'est genre l'épigénétique. Même dans notre propre vie, on active ou on désactive certains gènes, et bah même ça peut jouer sur comment est-ce qu'on va s'alimenter. Vous devez toujours avoir un esprit critique, avoir du recul, et quand vous entendez un mec, n'importe qui, prêcher pour tel ou tel régime, il doit automatiquement avoir une petite lumière dans votre tête qui s'allume. Parce qu'un régime, c'est s'enfermer dans quelque chose, et on le rappelle, la vérité, elle se trouve rarement dans les extrêmes. Et j'y reviendrai plus tard. Alors quand on entend un Américain, alors je cite cela parce que c'est un peu un pays de fous. Quand Jules il en a fait l'expérience. Je ferai mon retour d'expérience. On en entend des fois des gens, oui, je suis devenu carnivore, moi je suis devenu vegan, moi je mange que du beurre, que du chocolat, et ils disent tous, ouais, c'est le meilleur régime du monde, j'ai trouvé la pierre philosophale. En fait, il y a deux choses. Déjà, la pierre philosophale, les solutions toutes faites, ça n'existe pas. C'est ce qui leur est propre. Il n'y a pas de raccourci, de solution rapide. Et la deuxième chose, c'est, en fait, ces personnes-là, genre, c'est quoi leur génétique à elles? C'est quoi leur patrimoine génétique? Et surtout, en fait, quand ils passent d'un seul coup d'une certaine alimentation à un régime qui peut paraître ultra extrême et qui disent ouais, ça a sauvé leur vie, en fait, c'est quoi toutes les grosses merdes qu'ils ont virées à côté pour en remplacer par d'autres, mais où il y en a beaucoup moins? C'est une notion de balance. Si tu manges, ça se trouve en fait avant c'était pire, et c'était ça vraiment qui était naze, alors que c'était le truc qu'on pourrait se dire qui est bien. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Alors les basiques dans la bouffe, on va dire que on les connaît et on est plus ou moins tous d'accord sur on va dire les généralités. Mais nous, on est sur Mind Power. On est des bougs qui veulent optimiser x 18 000. Donc on essaie de rentrer dans les détails et de faire des trucs. Pour finir, le petit disclaimer. Dans la vie, je sais que je ne sais rien. Mon verre, j'ai appris à le vider, et quand il faut, le re-remplir et mieux le re-remplir. Avec Jules, on n'a aucune prétention de quoi que ce soit. On est juste deux sgags qui partageons notre expérience. En fait, on est des hunters, bêta-testeurs de la vie. Voilà, je sais pas si t'avais compris. Donc si ça te plaît et que ça t'inspire, tant mieux. Mais si ça te plaît pas et que t'es pas d'accord, ça c'est encore mieux, et il faut que tu commentes. Parce que c'est comme ça qu'on fait encore plus avancer les choses. Et c'est ça en fait, c'est quand on n'est pas d'accord que c'est le plus intéressant. Et que ce soit moi, Jules, X ou Y, je vous le redis, mais il faut toujours que vous gardez votre esprit critique et que vous ayez du recul sur les choses qu'on vous dit et tout ce que vous entendez partout. Nos paroles, elles sont pas l'évangile, hein, bien d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est dit. Ok? Rappel de base. Alors, il y a des trucs qu'on appelle les céréales. Quand on va parler de céréales, c'est pas la même chose que les légumineuses. Les céréales, c'est genre
On va dire que la légumineuse, c'est des graines, et les céréales, c'est tous les autres trucs, tous les glucides complexes qui sont pas des petites graines. Genre, riz, maïs, c'est considéré comme céréales. Et légumineuse, on va dire, c'est tout ce qui va être lentilles, pois, ce genre de trucs. La description est très très pauvre en exemple. Hein. Le Jules, il me reprendra mieux après tout à l'heure. Un autre truc, les oléagineux. Ça, en fait, c'est pour votre culture générale aussi. Parce que c'est des confusions qu'on fait beaucoup. Et voilà. Les oléagineux, c'est les plantes dont le fruit ou la graine, il est cultivé pour en faire de l'huile. Donc, le pépin de raisin, l'avocat, la noix de cajou et la noix de coco, c'est des oléagineux. Mais, il faut pas les confondre avec les noix. Par exemple, le pépin de raisin ou l'avocat, c'est pas une noix. Une noix, c'est un fruit qui a une coque entourée, genre noix de coco, noix de cajou, amande, ça c'est des noix. C'est encore différent des fruits secs. Les fruits secs, c'est genre des fruits, là, quand tu les touches, bah c'est tout sec. C'est genre l'avocat, du coup, c'est un oléagineux, c'est pas une noix, c'est pas un fruit sec non plus. Le pépin de raisin, c'est un oléagineux, bah c'est pas une noix, c'est pas un fruit sec non plus. La noix de cajou, c'est un oléagineux, c'est une noix, c'est aussi un fruit sec. Mais la noix de coco, c'est une noix, c'est un oléagineux, mais c'est pas un fruit sec. Parce que tu touches sa chair, bah c'est pas sec un peu, tu vois, c'est un peu humide. Et tu as les fruits séchés. Donc les fruits séchés, c'est tout ce qui va être figues, abricots, raisins, canneberge, et j'en passe. Alors les dates, c'est un peu plus particulier, mais c'est dans la catégorie des fruits séchés, on va dire. Voilà. C'est des confusions qu'on fait souvent, et au moins comme ça c'est clair. Alors, sous vos yeux ébahis. Là normalement, il faut être sur YouTube les gars, vous avez un petit Excel que j'ai fait qui spawn devant vous et qui va rester un moment parce que je vais le commenter. J'ai repris les principaux régimes qui existaient et qu'on peut trouver sur internet. Alors la case santé et perf à gauche, ça arrive après. Donc j'ai divisé ça par classes alimentaires qui sont regroupées par classes macronutritionnelles. Et on pourra peut-être revenir aussi plus tard sur le micro, mais pour l'instant on s'intéresse que aux macros. Donc protides, c'est les protéines. Les glucides, c'est les sucres. Ok, les sucres simples, les sucres complexes, tout ça, machin, le index glycémique, enfin bref, il y a plein de trucs. Les lipides, c'est les gras. Hein. Et j'ai rajouté les produits laitiers qui sont une classe alimentaire un peu à part entière, plus les légumes et une case spéciale très intéressante qui sont les grandes surfaces, alias Carrefour. Après voilà, du coup dans ces trois grosses classes trucs plus laitiers, légumes, Carrefour, et j'ai mis des classes alimentaires. Et après sur chaque ligne vous avez les régimes. Donc on commence. C'est quoi un régime méditerranéen? Alors un régime méditerranéen, c'est un régime où vous avez le droit de manger de tout sauf des produits transformés, donc pas de grande surface. Il n'y a pas de beurre, crème dans des produits laitiers, sauf les petits fromages genre chèvre, brebis, mais qui sont quand même à consommer avec modération. Les fruits séchés dans les glucides, vous avez droit, mais voilà, faut pas déconner non plus. Et dans les protides, ça va être à balle de crustacés, fruits de mer, œufs, et puis ça va varier entre viande blanche, poisson maigre et poisson gras. En fait, ce qui l'exclut, c'est aussi les viandes rouges dans les protides. Ensuite, régime paléo. C'est un régime qui veut bouffer que des trucs, on va dire, brutes. Déjà, tous les régimes, ils veulent un peu de manger des choses brutes. En tout cas, les régimes que j'ai repris là. C'est un régime où tu as droit à tout sauf de produits laitiers et toutes les céréales et légumineuses. Donc les seuls glucides que tu vas avoir, tu vas pouvoir les extraire des fruits et des fruits séchés. Et encore les fruits séchés, faut pas trop déconner dessus. Ensuite, on a le régime cétogène. Alors ça, mon gars, ça c'est un délire. T'as 0 glucides. T'as droit à toutes les protes que tu veux, ok, toutes les viandes, tous les poissons, les œufs, les crustacés que tu veux.
Les lipides, les oléagineux, les noix, les huiles, t'en manges, mon gars, tu les bois à la bouteille. Les produits laitiers, alors tu peux, mais pas trop non plus parce que certains, ils ont quand même des glucides. Les légumes, pareil, bah à volonté. Dans les autres régimes aussi, les légumes, t'avais le droit. Et voilà, en fait, t'as tout sauf du sucre. Enfin, sauf du sucre. Ensuite, régime carnivore. Eh bah, t'as droit à tout, sauf des glucides, sauf des lipides genre oléagineux, noix, huile, sauf des légumes aussi. En fait, tu manges que des produits animaux. Et des produits laitiers, alors après, à voir, suivant les variantes, machin, truc, enfin, comment tu veux le faire, genre, est-ce que tu considères que le beurre ou la crème, qui sont des trucs transformés, c'est carnivore ou pas? En tout cas, c'est un régime où tu te nourris ton corps que de protéines. Après, on a quatre régimes qui sont un peu en déclinaison, en partant du végétarien jusqu'au frugivore. Donc végétarien, t'as droit à tout, sauf tu vas exclure dans les produits animaux tout sauf les œufs. En fait, tu vas garder que les œufs du coup dans la classe protéines. Et sinon, tous les autres trucs, t'auras le droit. Ensuite, t'as le végétalien. Donc là, le végétalien, ça va être tous les produits animaux, genre animaux quoi. Je m'en bats les couilles de si c'est un œuf ou pas, ou si on boit le lait d'une chèvre. Non, c'est exclu, ça n'existe pas. Ensuite, le crudivore. Alors le crudivore, je l'ai mis comment moi je l'ai déjà pratiqué dans ma vie, parce que tu vas me dire oui, je peux manger de la viande crue et trucs. Donc soit tu te dis je mange vraiment les choses crues telles quelles et voilà. Mais en tout cas moi je l'ai, parce que du coup tu vas me dire oui, je peux manger du riz cru et des pois chiches crus. Donc déjà bon courage. Mais moi comme je l'ai pratiqué, peut-être on pourrait y revenir, c'était que des fruits séchés, des oléagineux, donc les fruits oléagineux et des noix, et dans les légumes, des crudités, les légumes hybrides et puis feuilles, mais pas de tubercules. Genre les tubercules, les légumes racines, c'est patates, panais, tout ça quoi. J'ai pas mis les courges, enfin les courges on les rentre, je les prends pas en compte, mais on va dire que c'est comme des tubercules ou des racines. Ensuite, le frugivore, alors là, t'élimines encore... T'élimines quoi déjà? Oui, t'élimines les fruits séchés et tu manges juste que des fruits. Et pareil. Et le dernier régime auquel je voulais parler, c'était le régime... Attends. Non, je vais pas le dire tout de suite. Donc, là, j'ai présenté les différents régimes. Maintenant, vous allez me dire, mais attends, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on est où là? On parle de quoi? Aujourd'hui, il m'a dit, il parle des régimes. Mais c'est quoi le lien avec moi, je fais du street, je veux faire des perfs et tout, et éventuellement améliorer ma santé ou... Voilà, on comprend bien que l'aspect de perf et de santé, c'est un truc tout de suite, c'est les deux choses majeures qui reviennent quand on parle d'alimentation. En tout cas, je m'adresse au public sportif et streeteux. J'ai évalué, selon moi, suivant les régimes, entre combien et combien ça se situe, genre, si tu fais n'importe quoi sur ce régime, à quel point ta santé elle peut être naze et à quel point elle peut être bien. Genre à quel point ça peut ne pas te convenir et ça peut te convenir. C'est une moyenne, hein, c'est vraiment des généralités. Et pareil pour les perfs. L'échelle, ça se comprend entre -5 et 5. -5, t'es un cancer, tu fais un cancer instantané, tu meurs. Genre ta vie, c'est... t'es une tendinite humaine, ok? 0, c'est genre t'es pas en super santé ou tu fais pas des super perfs, mais t'es pas en très mauvaise santé et tu fais pas des très mauvaises perfs non plus, genre ok voilà. Et 5, du coup t'as la pleine santé de fou, t'es trop bien dans ta vie, énergie, et en plus de ça 5 en perf, ça correspond à c'est vraiment le meilleur régime pour moi qui me permet de perf le plus possible dans mon sport. Le régime méditerranéen, ce qui est très bien, c'est que il y a, on mange de tout en fait, et dès qu'on s'enferme dans quelque chose, ça peut être très bien comme très mauvais. En fait, c'est surtout ça qui revient. Vas-y, je vais pas les commenter, je vous laisse les voir à l'écran, mais si. Régime méditerranéen, entre 2 et 5 en santé. Genre, c'est-à-dire qu'au pire des cas, en vrai, ça va correspondre quand même à pas mal de gens. Tu vas rarement tomber dans la mauvaise santé si tu fais ça.
En performance, pareil, 2, 5. Ensuite, régime paléo, où tu manges que des aliments bruts et où du coup, tu cuis quand même, vu que tu cuis les viandes, mais les légumineuses et céréales, forcément que tu dois faire cuire pour les manger, tu les manges pas non plus, il n'y a pas de produits laitiers. C'est vraiment un régime énervé. Donc en santé, 1 à 4. En performance, -3 à 4. Alors pourquoi aussi large? Pour la perf, parce que, je sais plus. Attends, je continue. Régime cétogène. Les glucides? Oui, oui, ça devait être ça peut-être. Voilà, il y a des gens qui ne tolèrent pas du tout. Tu manges plus de riz, mon gars. T'as beau bouffer des pommes, t'en peux plus de ta vie, t'as 0 jus, du coup, -3 en perf. Mais c'est pas non plus le pire, mais ça peut quand même être... Parce qu'en fait, c'est compensé par plein d'autres aspects santé qui font que tu vas retrouver de la perf et vice versa. Genre, l'aspect santé peut aussi injecter dans la perf, mais pas dans l'autre sens. Ensuite, on a le régime... Qu'est-ce qu'on a? Cétogène. Alors là, cétogène, pareil. En santé, j'ai mis -3 à 1. Ça va être difficile d'avoir pas mal la santé avec ça parce que à long terme, le fait de nourrir avec beaucoup de lipides et en plus autoriser les produits laitiers, ça tue le corps, c'est chaud. Et pour perf, -4 à 4, genre ça peut vraiment vous correspondre de fou, comme ça peut ne pas du tout vous correspondre. Ça va être aussi votre profil glucides ou lipides pour carburer en termes de sport. Et ça, il y a des gens qui utilisent très bien les glucides et d'autres qui utilisent très bien les graisses et justement ceux qui utilisent très bien les graisses, ils utilisent hyper mal les glucides et inversement. Régime carnivore, alors là en perf j'en ai aucune idée. En santé ça va de -5 à -3, ça c'est mon avis personnel. Ensuite végétarien, 2 à 4 en santé, ça c'est très stylé. Perf, -1 à 4. Genre, ça va être dur d'avoir des mauvaises perfs et ça peut être très stylé d'avoir des bonnes perfs. Végétalien, 0, 4, -4, 3. Bon, je vous passe la suite. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le régime pâteuf, où vous mangez que des pâtes et des œufs, et où vous avez le droit à des petits gâteaux, genre des petites sucreries, alors je mets aussi les Red Bull dedans, genre boisson énergétique, on va dire c'est dans le Carrefour, tu vois. Mais où la base, c'est du pâteuf. En perf, c'est 3 à 5. C'est un des seuls régimes qui permet d'avoir... J'aurais même dû mettre 6, genre 7, au-delà de l'échelle. C'est le régime le plus optimal pour performer en street. Demain, je fais du coaching. Il y a un mec qui me dit, Nico, je m'en bats les couilles de ma santé. Je veux le meilleur régime du monde pour perf. Je le mets au pâteuf, mais direct. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en santé, à long terme et sur votre vie, là, ça va être très difficile de conserver juste un état de santé, on va dire, potable. Donc, pourquoi? En général, pourquoi? Parce que c'est hyper inflammatoire. En fait. Ouais, mais pourquoi tu le mets à ce régime? Pourquoi les perfs sont si hautes? Ah oui. Oh là là, mais ça fait tellement de trucs à dire. Eh oui, eh oui. En tout cas, j'ai fait que la moitié d'un truc. Non, j'ai fait bon du truc. On va bientôt rentrer dans le podcast. Vous allez bientôt entendre Jules parler parce que en fait, la notion de perf, déjà un régime, le meilleur régime, c'est celui qui vous permet d'avoir la meilleure énergie possible. Et du coup, si vous avez la meilleure énergie à votre disposition pour vous entraîner, forcément, vous allez être le mieux. Tout ça, ça va aussi passer beaucoup par l'aspect de digestion. Est-ce que vous digérez bien? Par l'aspect forcément de génétique. Est-ce que ça vous correspond avec juste la génétique que vous avez de base? Et puis il y a plein d'autres trucs aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas parlé du côté santé, parce que pour l'instant, on s'intéresse qu'à la perf. Et le régime pâteuf, en général, déjà, je pars du principe que tu spawns en mangeant déjà un peu de tout, donc ton estomac il est adapté déjà à tout. Genre demain je passe en full frugivore, il va péter un plomb, tu vois. Et du coup le régime pâteuf, c'est un régime, les pâtes et les œufs, c'est des trucs que t'as l'habitude de manger en général. Et du coup c'est bien parce que ça peut bien se digérer, il y a peu de volume, et ça se digère bien parce que justement il y a peu de volume. T'as toutes les protes, dans les œufs t'as tout ce qu'il faut
pour être bien en prot, en gras, en ce que tu veux. Et t'as tous les glucides, tu t'emmerdes pas avec des légumineuses, des céréales qui ont un bal de fibres qui sont bizarres à digérer. T'as des pâtes en intraveineuse, glucides hyperglycémiques qui font rebondir les muscles de fou et faciles à digérer. Et en plus de ça, t'as des petites, c'est même pas des fruits, c'est encore mieux que des fruits comme pré-workout, c'est des petits gâteaux, des Kinder Bueno, et en plus avec des Red Bull, mon gars, t'es ultime. Ouais, c'est vrai. Alors que dans tous les autres régimes, il n'y a pas de transformé. Et le transformé, c'est du dopage, c'est un cheat code. Parce que j'exagère à peine quand je dis ça, mais le dopage... Non, mais c'est vrai. C'est un curseur que vous placez sur une échelle. Et si on dit que l'échelle, on la place à maintenant je m'autorise des aliments transformés, forcément ça débloque des nouvelles portes, de nouvelles mécaniques. Et donc, en fait, vous avez de nouveaux produits qui sont des produits dopants tels que les Kinder Bueno et les Red Bull et j'en passe. Et je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus par rapport aux boissons énergisantes genre Red Bull, Monster et au Kinder Bueno. C'est quand même un putain de cheat code pour la plupart des streeteux qui sont en régime hypocalorique et en déficit, qui crèvent la dalle, enfin qui peuvent parfois crever la dalle, qui prennent du coup cette boisson et pourquoi pas des sucres tels que les Kinder Bueno, et en fait c'est abusé, comme ça annihile toute sensation de faim et ça te fout de l'énergie, et en intraveineuse comme tu le dis. Et en fait, mais c'est pour les mecs qui sont sur des régimes qui normalement devraient pas pouvoir tenir si longtemps. En fait, mais après, du coup, tu puises dans certaines réserves du corps aussi. C'est que en apparence, ok, t'encaisses et tu peux faire plus de training et tout, et tu peux t'entraîner et être énergique. Mais intérieurement parlant, faut aussi voir les dégâts que ça puisse faire. Et donc voilà, et j'ai une petite parenthèse sur cette idée de dopage sur les produits transformés. Bah oui, -5, -1. Ok. Je te laisse continuer si t'as... Ouais, c'est commenté. Sachant que là, on a parlé que du quoi. Et dans l'alimentation, il y a 5 questions que vous allez pouvoir creuser de fou dans votre vie. C'est le quoi, le pourquoi, le comment, le quand et le où. C'est qu'est-ce que je mange. Donc là, dans ce podcast, là pour l'instant, je vous ai parlé que des classes alimentaires et des aliments. Mais dans le quoi, vous avez aussi la qualité de l'aliment que vous mangez. Est-ce que vous l'achetez à Carrefour, à la Biocoop? Est-ce que c'est ton voisin agriculteur qui te fournit le produit? Est-ce que tu es allé l'acheter au marché? Est-ce que c'est des aliments transformés ou c'est un aliment brut? Est-ce que si tu fais la cuisine, c'est un plat que tu as préparé toi-même ou c'est un plat que tu as acheté tout fait, que tu n'as pas préparé? C'est aussi quel sport tu fais et est-ce que tu as des objectifs dans ce sport et pourquoi ce sport finalement? Parce que les aliments, ils vont varier en fonction de ça. Dans le pourquoi, ça commence par est-ce que tu manges quand t'as faim? Du coup, ça veut dire c'est quoi la faim? Est-ce que tu sais ce que c'est que d'avoir faim? Ça va t'amener aussi à forcément, normalement c'est pour nourrir ton corps. Mais du coup, est-ce que tu manges vraiment pour nourrir ton corps? Est-ce que tu manges pour le réparer? Tu manges pour lui apporter la vie dont il a besoin? Ou alors, tu manges parce que tu veux te réfugier quelque part pour avoir du plaisir instantané ou pour combler un vide émotionnel, un vide affectif? Dans le comment, est-ce que déjà l'aliment il est cru ou il est cuit? T'as aussi le mode de cuisson. Est-ce que tu utilises de l'eau, la poêle, la vapeur? Il y en a sûrement d'autres aussi. Est-ce que tu mélanges tous les aliments ou tu les associes par classe alimentaire pour optimiser ta digestion? Ça, c'est quelque chose qui existe aussi. Il y a des aliments qui se combinent très très mal au niveau de la digestion et d'autres beaucoup mieux. Est-ce que tu mâches quand tu manges? Ça c'est très important. Dans le quand, c'est à quelle heure de la journée et qu'est-ce que tu manges? C'est aussi dans une journée combien de prises alimentaires tu fais et pourquoi tel nombre? Est-ce que tu manges par habitude ou parce que c'est l'heure de manger? Parce que c'est pareil, ça n'a rien à voir. Ça renvoie aussi à est-ce que t'as faim? Et le dernier qui est le où, est-ce que tu manges devant un écran? Est-ce que tu manges avec ton téléphone qui est à portée de main? Est-ce que t'es dans ta chambre, dans ta cuisine, sur ton lieu de travail? Est-ce que t'es sur ton bureau
sur ta chaise d'ordi, est-ce que t'es au restaurant? Aussi dans le où, est-ce que t'es tout seul ou est-ce que t'es à plusieurs? Donc c'est plein de questions comme ça qu'on peut se poser. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui? J'avais dit que j'allais y revenir tout à l'heure et c'est le moment où j'y reviens. Parce que c'est super de tester des régimes. Pour n'importe quelle raison. Vous allez me dire, oui, mais c'est s'enfermer dans quelque chose. Mais c'est super intéressant, qui que vous soyez, pour n'importe quelle raison, parce que ça vous permet d'aller explorer un extrême. Et dans la vie, en tout cas moi j'ai cette forte conviction, quand t'es pas allé voir dans les extrêmes du spectre, t'es pas capable de placer le curseur sur ce spectre en toute connaissance de cause. Donc ça va vous permettre d'apprendre à connaître votre corps, vos sensations sur tel ou tel aliment, combinaison d'aliments, ce qui va marcher, ce qui marche pas du tout, ce qui marche un peu, et que ce soit pour de la perf, donc là en l'occurrence en perf dans le street ou même d'autres sports, ou la santé de manière générale. Donc c'est un cheminement qui est personnel, intérieur, ça prend des années, en tout cas ça peut prendre des années, enfin quand on essaye vraiment de penser le truc, ça prend des années. Et même ceux qui sont en mode je suis perdu, j'essaye de faire des trucs mais je sais pas où je vais et je teste des trucs, et même ça, et qui mangent au hasard, et dans tous les cas ça vous fait une expérience et ça vous apporte des données qui vous permettent d'avancer. Faut pas vous dire, si vous êtes perdu là-dessus, que vous n'avez pas d'expérience. En fait, vous avez forcément une expérience. Et vu que vous avez forcément une expérience, vous avez forcément des données. Et ça, c'est trop stylé. Et du jour au lendemain, vous pouvez décider d'avancer dans cette voie et de vous y mettre, en fait. Quoi que vous fassiez et que vous expérimentez, vous aurez forcément quelque chose à en tirer. Et ça, c'est cool. Voilà. Je pense on peut laisser la parole à Jules. Il a sûrement envie de parler. Bon déjà salut les gars, j'espère que vous avez kiffé l'intro et effectivement c'est un peu costaud, c'est un peu les bases, mais ça va nous permettre de rebondir sur plein de trucs intéressants par la suite. Donc merci de nous avoir présenté tout ça, Nico. Donc ce qu'on voit, il y a pas mal de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Déjà voilà. Déjà c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a plein de régimes qui ont été créés depuis les dernières années et certains qui sont là depuis très longtemps. Aujourd'hui on est dans une société qui change, qui est pas la même société qu'avant, donc chacun a son régime particulier et comme tu l'as très bien dit, chaque individu a entre guillemets son régime. Et t'as des mecs sur qui la céto ça va super bien marcher, t'as des mecs sur qui le carnivore ça va super bien marcher, et d'autres pas du tout. Donc, comme le dit Nico, il faut expérimenter, il faut voir qu'est-ce qui vous convient à vous et qu'est-ce que vous recherchez. Et son graphique qui différencie la santé et la perf, c'est aussi hyper intéressant parce que voilà, les gens recherchent pas les mêmes choses. Et t'as des gens qui vont prioriser la santé et d'autres qui vont prioriser la perf. Donc ça dépend de la philosophie de chacun. Est-ce que vous voulez faire du sport à fond pendant 5 ans ou est-ce que vous voulez être mort après, ou est-ce que vous voulez faire du sport peut-être moins à fond mais pendant 50, 60 ans toute votre vie. Donc voilà, c'est des questions que chacun doit se poser et donc c'est pour ça que c'est intéressant de se les poser dans ce podcast. Il y a un tout petit truc avant de rentrer dans plus de détails sur lequel j'aimerais rebondir, c'est le régime PATEUF. Alors on a mis les pâtes. Les pâtes c'est intéressant et un truc sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que j'imagine que t'as mis pâtes en pensant aux pâtes non complètes, aux pâtes de blé blanc, pâtes blanches en fait, avec effectivement un indice glycémique élevé et du coup ça fait référence au gluten et l'inflammation du corps suite au gluten. Qu'est-ce que tu penses d'un mec qui ferait un régime PATEUF mais qui prendrait des pâtes semi-complètes ou complètes? Pourquoi je dis ça? C'est déjà, tu peux me donner un élément de réponse, mais il y a un deuxième truc, c'est pareil avec le pain. Donc tu peux acheter du pain blanc ou du pain complet, semi-complet ou même à d'autres farines. Et apparemment,
j'ai vu passer que même si t'achetais un pain d'une farine semi-complète ou complète, c'était quand même fait à partir de farine blanche qui est mixée et tout ça, et que c'était plus intéressant du coup si tu voulais éviter le gluten de passer directement par des pains on dit avec de la farine intégrale, ou alors des pains avec d'autres types de farine. Et qu'en est-il des pâtes? Est-ce qu'un mec qui se dit ouais vas-y les pâtes, je kiffe trop les pâtes tu vois, mais je vais faire attention, je vais arrêter d'acheter des pâtes blanches, mais je vais acheter des pâtes semi-complètes ou complètes. Est-ce que finalement, vu que c'est quand même fait à base de blé, est-ce que finalement c'est pas se tirer une balle dans le pied et qu'en fait tu vas quand même ingérer du gluten? Ou du coup est-ce qu'il faut acheter des pâtes d'autres types de farine? Ça c'est un petit élément sur lequel j'aimerais rebondir, ouais. Ça fait aucune différence entre des pâtes complètes ou des pâtes normales vis-à-vis du gluten. Ce que tu vas faire en fait juste avec des pâtes complètes, tu vas apporter plus de fibres. Donc à la limite, tu peux, si t'as un mauvais transit, ça peut t'aider. Ou ça peut être pire, vu que t'as des fibres et que c'est plus difficilement digérable, ça va te baiser de l'énergie. Mais le gluten, en fait, à partir du moment où c'est du blé, il y a du gluten. Du gluten, il y en a aussi ailleurs. Et en fait, le problème avec le gluten, déjà, c'est que c'est une céréale et ou légumineuse, et on n'est pas fait pour manger ça, en termes de physiologie, mais bon, ça, c'est que mon avis. Et même sans que ce soit mon avis, les céréales et légumineuses, de manière générale, sont inflammatoires pour le corps. Et dans la classification santé, on va dire, des légumineuses céréales de meilleur au moins bien, les meilleures, donc c'est les céréales anciennes qui sont peu transformées. Donc ça va être épeautre, millet, sarrasin, camut. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être riz quinoa. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être lentilles, pois chiches, tout ça, c'est vachement dur à digérer. Il y a beaucoup de protéines aussi qui peuvent causer pas mal de ballonnements. Qui plus est, qui sont des protéines végétales qui fait que c'est moins bien. Et après, on arrive aux céréales vraiment full gluten, genre du coup le blé. Et alors les pâtes c'est transformé, c'est genre comme une céréale, on va dire, transformée. Et le problème avec le gluten, c'est que avant, les variétés de blé anciens sont déjà meilleures pour la santé parce que elles ont un pourcentage de gluten qui est beaucoup moins important. Et au fur et à mesure de l'industrie, de l'évolution industrielle, on a hybridé la protéine de blé. En fait, on a sélectionné les variétés de blé et les meilleures mutations génétiques pour avoir le plus de gluten possible dans le blé. Pourquoi? Parce que le gluten, c'est ce qui est, et c'est ce qui donne cette élasticité au pain. Et en fait, c'est ce qu'on veut dans notre monde, c'est les trucs les plus élastiques pour faire du pain de mie et toutes les merdes qu'on peut voir. Et le problème, c'est que c'est comme de la colle, et ça fait exactement la même chose dans vos intestins. Ça bouche toutes vos porosités intestinales, ça vous empêche d'assimiler, ça irrite, en fait, ça, à long terme, ça vous cuit à petit feu. Et c'est pour ça que déjà, en fait, faut prendre le problème en mode, est-ce que c'est gluten ou pas? Et est-ce que j'utilise une variété de blé ancien? Si tu veux rester sur des pâtes au blé particulièrement, déjà, mets des pâtes au blé ancien et ce sera un peu mieux. J'allais dire, c'est dérisoire. Mais encore une fois, c'est un tout, et puis c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et du coup, c'est pas une question de je vais manger des pâtes plus ou moins complètes ou du pain plus ou moins complet. D'ailleurs, j'ai vu que Julien Vénesson, il avait sorti un livre sur le gluten. Comment le blé moderne nous intoxique. Alors, je l'ai pas lu encore celui-ci, mais j'ai bien envie de l'acheter et de le lire. Pour info, du coup, j'ai lu un autre de ses livres qui est Nutrition de la force, et du coup, grâce à tes conseils, et je recommande à tout le monde qui écoute ce podcast d'aller acheter ce livre et de le lire. Il y a plein d'infos, notamment sur tous les types de régimes liés à la force, à l'optimisation de l'entraînement, comment améliorer sa récupération, comment se préparer pour des compètes, enfin vraiment plein de données super intéressantes.
Et qui c'est Julien Vénesson? C'est notamment l'un des fondateurs de Unae, la marque de compléments alimentaires. Et il a énormément de connaissances du coup sur le sujet de la nutrition. Et donc c'est très intéressant. Et donc pourquoi aujourd'hui on parle de ces différents types de régimes? Parce que comme l'a dit Nico, nous on est deux mecs lambda, deux sgeg qui avons aussi testé nos propres types de régimes et on a quand même pas mal on commence à avoir un peu d'expérience là-dessus parce que on est un peu nos auto-testeurs. Et moi personnellement, ce que je peux dire après toutes ces années, c'est qu'à force de tester des trucs farfelus par-ci par-là, en fait, je me rends compte que je reviens à la base en fait de comment mes parents m'ont éduqué au niveau de la nutrition, et en fait ça revient à manger à sa faim, manger bien équilibré et le plus entier et le propre possible sur des circuits courts, sur du bio, sur de la bonne qualité, sur tout ça. Alors le truc c'est que t'as toujours l'aspect perf qui rentre en compte, mais du coup tu commences par réfléchir et tu dis ouais mais bon ok, je peux être fort en mangeant des Kinder Bueno et boire des Monster, mais ça a quand même une limite, et puis je sens que ça détraque mon corps, et puis je sais que c'est pas bon pour la santé. Mais si je m'appelle Livan, je me dis ouais mais je m'en bats les couilles. Ok, peut-être. Mais le truc, c'est que peut-être qu'un jour, tu peux avoir une maladie grave, tu peux avoir des cancers, et peut-être que ces trucs-là, ils peuvent arriver bien plus tôt que prévu, et peut-être que l'année prochaine, tu pourras plus faire de sport. Bon, après, ça dépend de chacun, et chacun fait ses choix, tu vois. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette prise de conscience, et j'avoue que moi, je suis plus quelqu'un qui, si je peux faire du street pendant encore 10 ans, et être en bonne santé, et continuer le sport toute ma vie, je vais le faire, parce que le fait de m'intéresser à ça, de manger bien, de chercher les bons produits de bonne qualité, de m'intéresser à tout ce que tu as dit, c'est-à-dire la chaîne d'alimentation, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je mets dans ma bouche, comment je le mâche, comment je l'avale, qu'est-ce qui se passe, après, que je faire attention à sa digestion et à tout ce qui se passe dans le ventre. C'est aussi super intéressant, et ça peut faire que tu te connais mieux, tu fonctionnes mieux, tu gères mieux tes niveaux d'énergie, en fait, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, moi j'ai l'impression que cette recherche de santé et de diète, elle a inévitablement une conséquence directe sur la perf, parce que si je suis en meilleure santé, si je récupère mieux, si j'ai des meilleures hormones, si je digère mieux, si j'assimile mieux ce que je mange, en fait, dans tous les cas, je vais être plus énergique, avoir une meilleure humeur, avoir plus envie. En fait, je vois que du positif, tu vois. Limite, je ne vois... Enfin, si tu penses comme ça, il n'y a plus aucun intérêt à retourner vers un régime extrême, ou alors vers de l'alimentation transformée, ultra transformée, en fait. Si ce n'est se niquer la santé plus vite, et après ça dépend de chacun, comme je le dis. Mais voilà, ce retour à la base, je trouve qu'il est hyper intéressant. D'ailleurs, par exemple, dans le livre de Julien Vénesson, il sortait une étude qui disait que les gens qui consommaient principalement du bio et des produits naturels avaient 30% de moins de chances de développer un cancer, tout type confondu, tu vois. Et les trucs, c'est qu'on n'en parle pas, et c'est que je me suis aussi rendu compte de ça, c'est que l'alimentation transformée, elle n'était pas aussi présente à l'époque de nos parents, ou quand on était en train de grandir, que aujourd'hui. Et les jeunes qui naissent aujourd'hui et qui ont 4-5 ans aujourd'hui, ils baignent dans ça, limite. Donc on n'a pas encore les conséquences, vraiment. Alors, on commence à les avoir, genre, moi je vois de plus en plus d'adolescents en surpoids, tu vois, dans la rue, mais ça va être intéressant de voir dans 10-20 ans, quand ces personnes-là commenceront à être adultes, comment ils seront, tu vois, et quelles seront les maladies, et à quel âge elles vont être déclenchées, ces maladies-là, tu vois. Et en fait, c'est tout ça qui me fait réfléchir sur ce thème-là. Et voilà, ça m'amène à me dire que autant prendre soin de soi et retourner à la base, celle de nos parents, celle de nos grands-parents, qui sont des générations pas si loin de nous, même si la société elle évolue beaucoup plus vite que l'être humain s'adapte à cette société et à cet environnement-là.
c'est quand même intéressant de rester le plus proche possible de nos gènes et de ce qu'on est à l'habitude de faire et de ce que nos parents et grands-parents avaient l'habitude de faire. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue sur tous ces types de régimes. Après, effectivement, il y a des gens qui vont se sentir super bien avec un régime végétarien ou végétalien, et t'as des gens, ils vont rien changer de leur vie et tout va bien se passer, tu vois. Donc c'est toujours pareil, c'est le cas individuel, et généralement quand on est amené à chercher des régimes différents de celui qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. On note un problème, que ça soit je suis pas assez fort, je veux plus de perf, donc je vais commencer à m'intéresser, ou alors t'as carrément des gens, ils ont déjà des maladies graves, ou alors souvent c'est des gros problèmes de digestion, du coup ils vont commencer à changer certains aliments, s'intéresser au gluten comme tu le disais, retourner vers une alimentation un peu plus basique. Sauf que c'est drôle, ça ressort pas mal, les gens qui ont des problèmes d'intestin irritable et tout ça, qui vont commencer à faire attention à ce qu'ils mangent et éliminer par exemple plein de sources de protéines animales. Ils vont se retourner vers les légumineuses, mais ils vont tellement en consommer d'un coup qu'ils vont avoir encore plus de flatulence. Du coup, ils vont se dire, ah là là, ça marche pas du tout. Voilà, ça c'est un autre truc sur lequel je voulais rebondir. Voilà. Bon, après, il y a plein de particularités. T'as parlé du régime cétogène aussi. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait certains régimes céto qui intégraient les glucides, mais à une certaine quantité. En fait, que tout était une question de pourcentage, mais qui pouvait rester à environ 100 grammes de glucides. Voilà, après t'as le régime carnivore, il y a des mecs sur qui ça va très bien marcher, je pense notamment au gars qui tient la Time Chamber là. J'ai oublié son prénom, je sais pas si tu l'as. Qui est carnivore ouais, Nicolas, ouais. Qui est carnivore depuis quelques années, et il expliquait dans un podcast avec Biomécanique que lui, ça lui correspondait de ouf. Mais il y a des gens, c'est vraiment très déconseillé, tu vois. Pareil pour le cru. T'as des gens qui vont dire ouais, mais de base, on est fait pour manger que du cru et tout. Et en fait, c'est faux. Et il y a plein d'études. Il y a plein d'études qui ont montré que en fait, les hommes de Cro-Magnon et tout, ils cuisaient. Oui, mais ils cuisaient déjà. En fait, ils emballaient leur nourriture à côté d'un feu, ce qui faisait une sorte de cuisson à la vapeur. Ça, c'est dans le livre de Julien Vénesson. Enfin bref. En fait, j'ai parlé des modes de cuisson aussi. Ouais, voilà, il y a les modes de cuisson. Donc aussi, ça, c'est un autre truc sur lequel je voulais revenir. C'est qu'on se rend compte que c'est hyper complexe et on peut vite être découragé parce qu'on peut se dire, ok, il y a vouloir manger mieux et tout optimiser parfaitement. Parce que un mec qui va pas avoir trop d'infos mais qui va vouloir manger mieux, il peut commencer à appliquer des choses qui sont très bien, mais il peut se tromper sur certains trucs et faire des choses un peu moins bien. Genre, par exemple, il va se dire, ok, je vais arrêter de faire chauffer mes poêles avec du beurre ou quoi, et il va commencer à se dire, ok, je vais mettre des huiles végétales, mais peut-être qu'il va mettre des huiles végétales qui sont pas résistantes à la cuisson et qui deviennent toxiques suite à une cuisson. Donc, tu vois, en fait, en faisant bien, des fois, on fait moins bien. On fait pas vraiment mieux. Et c'est ça qui est intéressant aussi. D'ailleurs, pour vos poêles, moi, je vous conseille soit de l'huile de coco, c'est très bien. Même de l'huile d'olive, c'est possible à un certain degré de cuisson. Mais l'huile de coco, c'est pareil. T'as un gros désavantage, c'est que c'est full acide gras saturé. Oui, mais en fait, alors c'est infini. C'est infini. Voilà, c'est ça. C'est infini. Entendre tout et son contraire, et c'est vrai. Le tout et le contraire, il est vrai dans les deux cas. C'est ça. Mais ce qu'on retient, parce que comme on dit, il y a aussi des modes. Genre, il y a des modes sans glucides, il y a des modes sans graisse, il y a des modes plein de protéines. Enfin, et là, je parle que des macronutriments, mais il y a pareil dans les micronutriments, dans la complémentation alimentaire et tout ça. Mais ce qu'on retient en fait, c'est que dans tous les cas, l'important c'est l'équilibre et de retourner à un truc de base et simple. Et limite, plus c'est simpliste, plus c'est naturel et t'as le moins de chances de faire de la merde. Et plus tu te prends la tête, plus tu... Pour la santé. Voilà. Oui, là pour l'instant, je parle de santé. Mais voilà, après,
effectivement, on est dans un podcast où on parle aussi, on aime bien lier la santé au sport et on cherche le plus de performances possible. Mais du coup, un mec qui fait un régime méditerranéen, mais qui se sent mieux et qui améliore sa santé, pour moi, sur le long terme, il est plus gagnant que le mec qui a le régime pas teuf. Et tu vois, c'est un truc sur lequel je voulais revenir. Je suis plus mitigé que toi. Parce que du coup, pour toi, si t'es en bonne santé, forcément, ça va se traduire sur de la perf. Là où, bah, moi, je suis plus mitigé, je mets plus de nuances là-dedans. Parce que oui, Ouais. tu vas te dire, bah, ok, je me sens bien, un truc, émotionnellement, hormonalement, forcément, ça va se retranscrire. Bah, oui, ça peut, et sur le long terme, ça va forcément avoir un impact. Des fois, pas toujours, mais l'impact que ça va avoir, il sera toujours, en tout cas, majoritairement inférieur à l'impact que va avoir un PATEUF qui est littéralement un cheat code ou un dopage vis-à-vis de ça. Mais moi, je trouve qu'il y a une raison pour ça. C'est que le mec qui truc, va... Bah oui, non mais je capte totalement. Mais je trouve que... Pourquoi? C'est parce que le régime pas teuf, il a un effet qui est instantané. Tu prends ta Red Bull et tu prends tes pâtes, comme tu dis, c'est intraveineuse, bim, t'as l'effet direct, t'assimiles peut-être pas super bien, mais tu digères super vite, t'as du sucre, t'as de l'énergie, hop, tu peux t'entraîner au jour le jour. Et le régime du mec qui mange super bien en bonne santé, il va pas forcément se ressentir direct, mais plus sur dans 10, 20, 30, 40 ans. Et moi, je trouve que ça a un effet bien plus... c'est une courbe qui est beaucoup plus lisse sur le long terme d'un mec qui prend soin de sa santé et qui mange bien et qui instaure des bons trucs, que le mec qui est full industriel, il a quand même une courbe qui est très exponentielle, mais qui peut aussi être descendante et très très descendante. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est toujours pareil, c'est dans quelle mesure tu vas pouvoir pratiquer 20 ans, 30 ans ce sport et progresser doucement mais sûrement et atteindre un certain niveau en face de quelqu'un qui va pratiquer 5 ans, 6 ans, 8 ans et qui va s'éteindre du jour au lendemain mais qui aura été dans le pateuf à l'extrême et la performance à outrance. Est-ce que tu vas être plus fort, moins fort? Mais alors du coup, il y a aucun moyen d'un mec qui prend soin de sa santé de se rapprocher des hyper perfs ou de se cheater autant qu'un mec qui est au pateuf? Bah on sait pas. Est-ce que c'est ingrat d'une certaine manière, tu vois? En fait, moi je le vois Genre différemment. pourquoi le mec qui fait aucun effort et il est en pateuf et il s'encule le bide, il kiffe mais il détruit sa santé, mais il va être plus fort que toi qui se fait chier à bien manger, à tout bien faire, à choper des connaissances. C'est un peu ingrat, non? Bah on a que ce qu'on mérite en fonction de ce qu'on fait. C'est tout. Le mec qui est pas tough, qui est fort, bah il a ce qu'il mérite. Et le mec qui fait ça, bah il a ce qu'il mérite aussi. Le mec qui est sous Ouais, stéro et qui a ce physique là, bah il mérite ça. Et qui est con. Et le mec qui... qui est miskin alors qu'il a toutes les connaissances du monde et qui est trop intelligent, qui sait comment s'entraîner, mais qui a des perfs éclatés, bah il a ce qu'il mérite aussi. On a tous ce qu'on mérite en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on fait, mais c'est personnel, c'est entre soi et soi. toi, si on revient à toi, comment elle a été ta vision et qu'est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Et si c'est pas la même aujourd'hui, pourquoi et comment est-ce qu'elle a changé, tu vois? Est-ce qu'un jour t'as été vers le régime pas teuf? Non, c'était pas ça, c'était plus, on va dire, un omnivore. D'ailleurs, je l'ai pas mis. On va dire un méditerranéen avec un peu de transformé, classique, franchement classique, hein, ce qu'on retrouve dans les ménages de base, en essayant de bien faire, mais sans trop savoir quoi faire non plus, et en essayant de pas trop mal faire, mais sans trop savoir non plus ce qui est trop mal. Et c'est après, au bout de 3 ans, que je me suis intéressé à l'alimentation. Et du coup, forcément, avant, je savais pas du tout ce que c'était que la santé et tout ça. Je m'étais jamais intéressé. Et forcément, bah, vu que je me suis intéressé à l'alimentation, je me suis intéressé à la santé aussi. Et bah, ce que j'avais trouvé pour moi qui me correspondait le mieux,
c'était jeûne intermittent et puis en gardant un régime. C'était paléo en vrai parce que j'avais viré tout ce qui était industriel. J'étais en mode un peu paléo. Et puis et voilà, et jeûne intermittent. Et c'était ce qui m'allait le mieux quoi. D'accord. Et base aujourd'hui, déjà. Du coup non, j'étais pas en pateuf. Oui. t'étais Voilà. pas en pateuf et du coup aujourd'hui t'es dans quoi? T'es dans quel schéma et pourquoi? Oui voilà. Pourquoi ça a changé de ton régime paléo? Ouais. Ouais. Et en fait, la différence, alors par rapport à avant, donc cette période de street, ou la dernière année de street, où j'ai essayé d'optimiser, forcément, où j'ai découvert ces aspects alimentation, santé, et j'ai essayé d'optimiser les deux, et la perf, perf, santé, dans l'alimentation en particulier, donc les régimes, qui est le thème de ce podcast aujourd'hui. J'avais pas encore trop de notions de long terme et de sur toute la vie, forcément parce que j'avais même pas 6 mois d'expérience, 1 an d'expérience. Et aujourd'hui, j'ai forcément, il y a du temps qui a passé, j'ai beaucoup plus d'expérience là-dessus. Et c'est marrant parce que ma vision, elle est la même, alors qu'à la base, j'avais pas d'expérience et maintenant j'ai de l'expérience. Parce que souvent, quand on a de l'expérience, notre vision, elle change. Et quand j'ai optimisé santé et perf, c'était quand même pour durer le plus longtemps possible et prendre soin le plus possible de mon corps. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mais aussi différemment et adapté à mon sport. Ça répond à la question ou pas? Ouais, mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, comment tu t'alimentes en fait? C'est pareil aussi, ça me fait penser à un truc. Genre, dans la vie, vous interagissez avec des gens, vous discutez, mais... Et en plus de ça, les gens, ils jugent et ils jugent. Enfin, ils se jugent et ils jugent. Mm-hmm. Et en fait, t'es qui pour juger un truc que quelqu'un vient de te dire, alors que ce qu'il vient de te dire, en même pas 2 phrases, c'est le résultat de toutes ces années de vie, voire de dizaines d'années de vie où il a fait de son mieux. T'es personne en fait. Et du coup, c'est très difficile, dans un domaine ou dans un autre, de poser sur la table en 2 phrases des dizaines d'années ou des années d'optimisation et de retournage de cerveau. Et du coup, aujourd'hui, tu me demandes d'expliquer aux gens pourquoi je le fais. Enfin, tu vois, c'est dur. C'est pour ça que c'est dur et que ça me faisait penser à ça. Et pourtant, t'as des gens, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils mangent, même des athlètes de haut niveau et tout, et ils disent « Oh, je m'en fous. » Bah oui, mais parce que ça marche. Oh, je mange des pâtes et des œufs. Oui. C'est... Tu vois, c'est ouf quand même à quel point il y a des êtres humains, ils peuvent être tellement différents. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, ce que tu manges, ça, si je comprends bien, ça se rapproche quand même toujours du paléo. Oui, oui. Hmm. Oui, en fait, si, je vais parler pour moi, ok? Mais oui. Moi, demain, si je veux avoir la meilleure énergie du monde, et ce qui m'a apporté la meilleure énergie, je me lève le matin, je suis 10 fois plus en forme que ce que je me suis couché la veille, je fais des nuits ultra régénératrices, j'ai 0 blessure, je peux faire ce que je veux avec mon corps, j'ai 0 tension musculaire, mes muscles ils sont détendus tout mou tout le temps, je mange crudivore, donc que des fruits, légumes crus. C'est ce que j'ai pratiqué, quoi. J'ai pratiqué ce régime-là pendant 8 mois, donc ça fait quand même une certaine période de ma vie, et c'était la meilleure énergie que j'avais du monde. Maintenant, ce que ça permet pas de faire, c'est construire du muscle, en tout cas suffisamment de muscle pour... On va parler de ça aussi, sports. putain. Pour certains sports. C'est-à-dire que ce régime-là, je pourrais le faire si je sais que je fais de l'endurance ou de l'ultra-endurance. Et puis aussi, ça s'intègre avec une philosophie hygiéniste et du jeûne et tout ça, mais c'est impossible à résumer. Et du coup, aujourd'hui,
je fais pas ce régime-là parce que je fais un sport où faut bouffer le plus possible pour être fort au squat. Du coup, bah forcément, je rajoute tout ce qui va être céréales en fait. Et en protéines, le truc le plus sain et le plus complet, c'est l'œuf. Donc je mange que des œufs en prot. Et des petits poissons. Petits poissons, pourquoi pas les gros? Parce que les gros sont plus pollués par les métaux lourds que les petits. Et les petits, oméga 3 et protéines saines. Et je sais très bien que la viande, ça me correspond pas. Donc c'est pour ça que j'en mange pas. Donc c'est en protéines 98% d'œufs et 2% de poissons. Dans les glucides, 80% de riz et 20% de fruits, genre pommes, tout ça. Je vais reprendre mon tableau. Dans les lipides, je mange tout, oléagineux, noix, huile. Les produits laitiers, alors je suis le point faible fromage. Mais c'est dans tes gènes, mec. T'es français, tu dois aimer le fromage, le lait, c'est tout. T'es un Européen. Jusque-là, l'aspect santé, il est vachement optimisé. Par les œufs, c'est bien. Par les fruits, c'est bien. Par les lipides, parfait, très bien. Il y a que le riz, mais le riz, c'est quand même stylé. Et donc, les produits laitiers, j'essaye de me canaliser le plus possible. C'est vraiment une boule de mozza dans le riz et pas plus. Légumes, légumes, j'en mange, ça varie, c'est très bien. Et pas de produits transformés. Ok, ça c'est stylé déjà. Pas de produits transformés, c'est très bien. Ouais, c'est un paléo avec craquage produits laitiers et voilà. et en rajoutant légumineuses céréales. Ouais, c'est ça. C'est ça mon régime, on va dire. Ok. S'il faut me mettre dans une case. Ouais, moi je voulais revenir sur un truc. On parle des muscles et le truc c'est que aujourd'hui le street s'est mis un peu plus en avant, mais quand même pas tant que ça. Et le sport qui se rapproche le plus du street, ça reste quand même la muscu. Je pense que beaucoup de streeteux, à travers les réseaux, suivent indirectement et écoutent beaucoup de mecs qui font de la muscu. Pourquoi? Parce que y a pas tant de mecs qui font du street, surtout qui font du contenu sur YouTube ou de podcasts ou de trucs comme ça. Du coup, tu dis ok, quel est le sport fitness qui va se rapprocher le plus? En soi, ça pourrait être plus intéressant de se dire l'escalade ou des trucs comme ça, ou même le hand balancing, tout ça, sauf qu'il y a très très peu d'informations ou de mecs qui font du hand balancing ou du cirque ou de l'escalade qui font des podcasts ou des vidéos YouTube. Donc t'as le fitness qui représente, je pense, 80% de ce qu'on voit. Et le problème, c'est qu'on oublie que c'est pas du tout le même sport que le street. Et eux, ils ont donc forcément, ça commence avec le Winter Arc et ça finit sur adapter leur même régime, hyper protéiné, avec du coup des calculs de macronutriments, de calories, la mode des pas, les steps, plein d'autres trucs. Et du coup, tu vois eux leur manière de s'optimiser et tu dis moi je vais faire pareil parce qu'ils s'optimisent comme ça, je vais faire pareil. Première question, est-ce qu'on a vraiment besoin de muscles pour faire du street, sachant que ça reste un sport où le rapport poids-puissance est l'une des choses les plus importantes en fait, et reste un sport lié au système nerveux. Est-ce que ça représente 100% du système nerveux, ou c'est plus genre 70% système nerveux, 30% muscle? Parce qu'on voit plein de mecs, et on a toujours vu des gens très très forts étant très très secs et sans vraiment muscles ou musculature développée, étant top niveau monde street, tout en voyant aussi des mecs, des bodybuilders ayant la planche, tu vois. Donc en fait, est-ce qu'on peut avoir une donnée un peu plus réelle de vraiment, est-ce qu'on a besoin de muscles? Est-ce que le fait de faire du renforcement curl biceps va te donner plus de force pour avoir ta full planche? Est-ce que c'est si intéressant que ça d'avoir des régimes hyper protéinés
de faire autant attention à son volume de glucides, de protéines tous les jours, tout ça. Alors tu peux aussi différencier entre la santé et la perf, mais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut du muscle pour faire du street, pour être optimal et fort en street? Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur aux capacités que le corps humain il avait en termes de nerveux. Et bah, vous voyez les perfs que j'ai eu, j'étais pas énorme. Hein. J'étais pas maigre, hein, mais j'étais pas big. Quoi. T'étais loin d'être musclé. Ouais. Enfin, si, quand même. En fait, j'avais quand même un physique particulier parce que c'était musclé là où il fallait et tu sentais que c'était ultra optimisé là où il fallait. Mais en mode posing ou en mode tu me vois comme ça, t'es en mode ok, il est athlétique, mais il est pas énorme. Mais quand tu me vois planche, t'es en mode putain, mais on dirait il est énorme. Ouais. Alors que non, c'est optimisé aux endroits où il faut. Je sais pas si tu captes. Mais comment ça se fait? Parce que ça, c'est ton corps qui l'a fait tout seul. Oui. Et ce qui est sûr, c'est que comparé à de la muscu, ça sert à rien d'être autant protéiné. Ce dont votre corps il est capable de faire juste par le nerveux, c'est extraordinaire. Genre là, Jules, t'as 6 full press, ton corps, quand t'en auras 10, 12, il va pas changer en termes de muscle ou en termes de poids. Allez, tu vas prendre 500 grammes de muscle, 250 grammes dans chaque épaule, c'est tout. Du coup, et en plus de ça... Ah, j'ai hâte, putain, j'ai hâte. Faut quand même gérer les cales et tout parce que bah faut gérer le poids de corps. Du coup, ça sert à rien de péter les câbles avec la prot en poudre et de tout ça. Juste prot ce qu'il faut, bien, et puis bien tout et qui varier et c'est tout. Et c'est le temps qui va faire. Pour moi, le street, c'est 90% nerveux, 10% muscle en fait. Et je dirais même, après, ça va aussi être lié, du coup, forcément, à qui vous êtes. Hein. Encore une fois, faut nuancer. Mais à la méthode d'entraînement que vous avez. Parce que un autre truc qui va varier, qui peut être interprété de plusieurs manières, c'est ton muscle. Bah, tu peux aussi en construire plus ou moins avec le volume que tu fais. Mais le volume que tu fais, ça peut aussi être juste à quel point ton muscle va être gros en termes de glycogène et pas forcément de densité. Mais je dirais que globalement, après, tes muscles, en fait, ils vont grossir juste avec les années et le volume que tu vas faire. Mais juste pour perf, et il n'y a pas besoin de prot. Hein. En fait, c'est ça aussi, c'est que les protéines et le monde dans lequel on vit, et le fitness et tout ça, déjà, c'est surcoté. Et le fait que ce soit surcoté et partir dans cette approche hyper protéinée, c'est finalement rechercher une solution toute faite, instantanée. Et moi, ça a jamais été ma philosophie. Ça a toujours été la régularité, le travail, la rigueur, la discipline, chaque chose en son temps. Donc c'est 1,5, 1,2 prot par kilo de poids de corps, on est loin des 2 grammes qu'il faut, ou des 2,2 ou 2,5 en muscu. Et c'est le temps qui fera les choses. C'est le nerveux avant tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'autant de prot, en fait. Alors comment tu fais progresser ton nerveux au maximum? Tu t'entraînes. C'est un sport de répétition. C'est juste ça? C'est juste l'entraînement? Est-ce qu'il n'y a pas un travail annexe entre la visualisation? Est-ce que si tu visualises plus, tu vas avoir un meilleur nerveux? Est-ce que si tu crois plus que t'as 10 press, est-ce que tu vas y arriver plus vite? Oui. Qu'un mec qui n'y croit pas ou qui n'essaye même pas de le visualiser? Oui, bien sûr. Et ça rentre dans le nerveux. Enfin, ça fait partie d'un mindset global. C'est aussi le nerveux, il va aussi jusque là. Il va pas que. Moi, quand je parle de nerveux, c'est très souvent en fait, le nerveux, c'est deux choses. C'est la capacité que tu as à exploiter ton potentiel musculaire, c'est-à-dire tes fibres musculaires. Ça, on a une base de génétique. On est plus ou moins bon là-dedans. Et
mais à la limite, on s'en fout, puisque la seule chose qui va faire ça, ça va être la répétition, la régularité, c'est le temps. Et la deuxième chose, c'est la qualité de tes contractions musculaires. Parce que tu peux faire exactement le même mouvement, avec les mêmes trajectoires, les mêmes vitesses de position des liaisons mécaniques de ton corps dans l'espace, mais en ayant des contractions musculaires qui sont différentes et des contractions musculaires qui sont parasites. Tu peux faire une planche à une certaine forme, tu peux faire la même en forçant comme un fou, pourtant t'as la même forme, mais dans les deux cas, t'as pas forcé pareil. Et il y a un cas où t'as forcé techniquement, et l'autre cas où t'as forcé plus que ce qu'il fallait, donc forcément t'as engendré des contractions ailleurs, et pour maintenir la même forme, bah il y en a sur les antagonistes qui se répercutent, et du coup ça c'est la qualité de tes contractions. C'était quoi la question ? La question J'essaye de c'était... pas partir trop loin, mais... Ouais, c'était autour du système nerveux, jusqu'où ça allait en fait, parce que Voilà, du coup, moi j'ai beaucoup l'impression que le ça, street oui. c'est que du mental en fait. Non, C'est quel est ton quel est ton objectif dans ta tête, parce que si un mec qui s'entraîne, il a pas d'objectif dans sa tête, s'il fait des full press tous les jours mais qu'il a pas d'objectif dans sa tête, il va juste continuer à faire des full press, mais son nombre il va pas forcément augmenter, alors qu'un mec qui pense à 10 full press tous les jours, j'ai quand même l'impression que ce mec-là, il va y arriver aux 10. Parce que il y pense tellement qu'à chaque training, il essaiera d'en faire peut-être 2 ou peut-être 3 d'affilée, alors que le mec qui fait des full press, bah, s'il peut en faire 3, il en fait 3, mais s'il peut en faire qu'une, il en fait qu'une, tu vois. Mais ça, en fait, c'est comme tu dis, c'est des micro-trucs, mais je pense qu'à ajouter, comme on sait l'effet placebo, ton cerveau, il va sécréter des trucs en pensant quelque chose. Et même quand tu visualises un truc, il pense que c'est la réalité. Donc tu vois, peut-être que c'est minime, que c'est à des faibles pourcentages, mais même si c'est 1%, bah sur une année, ça fait peut-être 360% en plus, tu vois. Oui, bah oui. De gains. Donc Le nerveux. Je disais, le nerveux, c'est, quand j'en parle, c'est voilà, qualité de contraction musculaire, exploitation de ton potentiel, mais c'est aussi toute la partie qui se passe dans ta tête de visualisation. Et même, les deux, ils se rejoignent, en fait. C'est... Du coup, le street, bah oui, c'est dans la tête, mais c'est pas non plus, faut avant tout s'entraîner. Ça fait partie d'un mindset global. Parce que, en fait, c'est à la fois 100% dans la tête, en mode les contractions, machin, et la visualisation, et à la fois bah que dans les exécutions des mouvements. Mais sauf que s'il y a ça et qu'il n'y a pas l'autre partie, bah ça marche pas quand même. Mais l'autre partie, elle joue pas grand chose. Mais elle joue tout. Tu vois? Ouais, oui, bah oui. Bah oui. Rien, moi je le vois bien. Là, Jules, il a 12 full press et pourtant il faut qu'il arrive dans sa tête à le visualiser. Pourtant, il peut pas le faire, mais c'est parce qu'il visualise ça qu'un jour il va y arriver. Et s'il le visualise pas, il va pas y arriver. Pourtant, là, dans les deux cas, si là il essaye, bah ça marche pas, le résultat il est le même. Ouais. Sauf que là, mais la finalité est pas la même. Oui, s'il a pas le mindset de faire ça, bah il y arrivera jamais. Enfin non, mais t'as qu'à compris. Voilà, ouais, je voulais remettre un petit point d'honneur là-dessus. C'est un truc qui est petit. Du coup, on a pas. En fait, c'est un petit détail, mais qui fait toute la différence. Ben ouais, mais en fait c'est ça, c'est que on croit que c'est petit, mais en fait c'est beaucoup plus gros qu'on ne le pense en fait. Le corps, il s'adapte tellement, et ça rejoint aussi les régimes, tu vois. Même un régime qui peut pas trop te correspondre, ça se trouve sur le long terme, ton corps il va finir par s'adapter à ce régime. Parce que notre corps est fait pour s'adapter. Mais ça veut pas dire que t'es fait pour ce régime non plus. Ça qui est intéressant. Ça, j'ai parlé de l'épigénétique, dans le disclaimer. Oui, et que au cours de la vie, ça peut changer. En plus. Même si les régimes, voilà, je tiens à rappeler qu'ils sont un peu trop extrémistes. Mais c'est bien, il faut. Ils engendrent aussi énormément de stress au corps.
Et cette accumulation de stress sur des mois, voire des années, peut avoir des conséquences sur la santé. Tu vois. Oui, c'est pas parce que maintenant tu vois. Maintenant, ça marche que dans 1 an, tu vas pas être détraqué du cul, tu vois. Donc ça rejoint aussi tout ce qui est macro. Alors, il y a un truc qui devient de plus en plus à la mode. En tout cas, on s'y intéresse de plus en plus et on se rend de plus en plus compte de son intérêt. C'est les micronutriments. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'importance des micronutriments, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas et qui s'intéressent juste à avoir leur quota de protéines, glucides, lipides? Et ouais, déjà peut-être introduire un peu les micronutriments pour ceux qui savent pas ce que c'est. De manière brève. Oui. C'est 2 choses. C'est les vitamines et les minéraux. Voilà. Vous avez d'autres trucs aussi, mais globalement avec ça, on a fait beaucoup de choses. Ah, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études et de personnes, d'influenceurs même qui en parlent. Ils se disent, bah, c'est déjà bien de s'intéresser aux macros, mais on se rend compte que les micronutriments sont aussi super intéressants et importants pour ta santé, tout autant voire plus. Et ça rentre aussi dans tout ce qui est du coup microbiote intestinal, tout ce qui se passe dans votre ventre, comment vous digérez vos aliments, comment vous les assimilez et comment vous vous sentez. Donc c'est vrai qu'il y a les compléments alimentaires qui font qu'on s'y intéresse un peu plus, la complémentation des multivitamines, magnésium, zinc, vitamine D et toutes sortes de vitamines annexes. Fait que bah, les gens, pour pas se prendre la tête, ils consomment des compléments alimentaires et puis basta, ils ont leur quota de macros et voilà. Sauf que bah faut quand même essayer de s'intéresser un peu plus, je pense, parce que d'où viennent vos micronutriments? C'est pareil, vous prenez des trucs qui sont synthétiques, qui sont en gélules ou quoi. Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'avoir ça via son alimentation brute? Avec une meilleure peut-être assimilation au corps et une meilleure biodisponibilité, c'est-à-dire à quel point votre corps va être capable d'assimiler ce que vous lui donnez. Ça c'est des trucs très intéressants. La biodisponibilité, c'est-à-dire que vous avez beau vous dire ah bah j'ai mangé 50 grammes de prot à midi, 100 grammes de glucides et 30 grammes de lipides, si ça se trouve votre corps si la qualité était vraiment mauvaise, votre corps il a peut-être assimilé que la moitié de ça. Par exemple, le blanc d'œuf, s'il est pas bien cuit, le corps l'assimile à 50%, tu vois, contrairement à un blanc d'œuf cuit qui est assimilé à 90%. Donc il y a une différence entre... Je vous le dis, la meilleure cuisson pour les œufs, c'est mollet. Parce que le blanc, il est cuit, et il est pas cuit à la poêle. En plus de ça, il est cuit dans la coque bien parfait. Et le jaune, il reste cuit. Cru, pardon. Parce que dans le jaune, il y a aussi des vitamines qu'il faut essayer de moins buter le plus possible. Ouais, mollet à la coque, c'est parfait. Même à la coque, c'est... Enfin, bref. Ouais, qu'est-ce que je disais? La biodisponibilité des aliments. Ouais, il y a une différence entre ce que vous faites rentrer dans votre bouche et ce que votre corps va assimiler, en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours une marge d'erreur. Et c'est pareil pour les calories. J'ai vu que, en fait, ton corps, il assimilait bien plus les calories sur tout ce qui était cuit que tout ce qui était cru. Il va absorber beaucoup moins de calories. Donc même si tu as absorbé 100 cales, si c'est du cru, il va peut-être en assimiler que 80. Et inverse si c'est cuit. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a quand même une petite... Il y a quelque chose dans les études auquel on pense jamais, c'est sur qui c'est fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut être empiriste aussi. Parce que on peut pas se baser que sur des études parce qu'on voit bien qu'à chaque fois, il y a tout et son contraire. Il y a une étude qui va dire oui pour quelque chose, non pour quelque chose, et dans 10 ans, ça sera le contraire. Du coup, en fait, c'est bien de se dire ouais, mais il y a une étude qui a dit ça. Ok, mais en fait, c'est aussi important d'être empirique, tout le fait de tester les trucs par soi-même, parce qu'en fait, peut-être que sur toi ça marche, et peut-être que toi tu te sentiras bien de cette manière. Donc, faut aussi avoir un certain recul sur les études et tout ce qu'on dit,
pour se faire son propre avis et voir comment on se sent bien et qu'est-ce qui marche en fait, parce que c'est ça le plus important, tu vois. Mais il faut aussi être empirique, tu vois, et ne pas se dire ouais mais il y a une étude qui a dit ça, du coup ce que je fais c'est pas bien ou c'est pas la bonne manière. Je vous ai dit, toujours, il faut que vous gardiez votre esprit critique. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est qu'il faut que vous testiez. C'est test, essai, erreur, correction, j'ajuste, ça marche pas. Et voilà. Voilà. Et servez-vous de toute ces sociétés, de toutes ces datas, de toutes ces études, de tous ces mecs qui vous disent que tel ou tel régime il est insane, comme data pour faire vos tests. C'est ça aussi, c'est tout ce que les mecs vendent comme truc miracle, comme truc rapide, comme truc facile, que ça soit dans l'argent, dans le fitness, dans la diète. Les gars, la vie ne fonctionne pas en fait comme ça. C'est soit c'est rapide et il y a des hauts risques, soit c'est long et les risques sont modérés. Donc bon, faut faire attention à ça. Il y a la biodisponibilité. Putain, mais j'y arriverai jamais. Il y a la biodisponibilité dont je voulais parler. Mais voilà, il y a aussi la digestion, l'assimilation, l'importance de la mastication, parce que dès que vous allez prendre le temps d'ingérer vos aliments, de bien les mâcher, il y a plein d'enzymes dans la bouche ça va commencer à découper et à ingérer ce que tu vas manger. Le fait de bien le réduire en bouillie pour que ça rentre dans l'estomac, ça va faire que quand ça arrive dans l'estomac, bah ça va être plus simple pour le découper, nanana. Donc en fait tout ça, ça va faire que ce que vous avez mangé, vous n'allez pas l'assimiler et vous sentir de la même manière. Donc peut-être faites un peu de test par rapport à ça et essayez d'améliorer ça. Et il y a un dernier pilier dont je voulais parler, c'était les plantes adaptogènes et ce qu'on appelle aussi les super aliments. Qu'est-ce que c'est, Nicolas? Les super aliments ou les plantes adaptogènes? Les deux. C'est marrant parce que dans l'hygiénisme, il y a ce qu'on appelle, ou la naturopathie, les super aliments, qui sont des bombes micronutritionnelles. Il y en a 3. C'est les jus de légumes, les graines germées et les légumes lacto-fermentés. Bon, je vous dis les termes, hein, après vous faites votre vie. Et il y a les plantes adaptogènes, qui sont un truc pareil en termes de micronutriments, mais c'est moins des vitamines ou des minéraux. Ça va plus être des molécules qui vont venir soutenir votre organisme pour, de manière générale, ou des périodes de la vie, ou des contraintes plus ou moins particulières. C'est un truc autre que les vitamines et minéraux. Dis-moi si je me trompe. En principe actif. Ouais, pour moi c'est ça, en fait le truc commun des deux, c'est le fait de contenir énormément de nutriments, micronutriments essentiels pour la santé, dont des minéraux aussi et des vitamines. Tout ce qui est plantes adaptogènes, comme c'est dans son nom, c'est souvent dérivé de plantes. Donc il y a l'ashwagandha, la maca, plein de même des tubercules en fait, et des racines, mais c'est souvent des plantes qu'on va trouver en très très haute altitude dans certains pays, donc qui sont pas accessibles partout, donc il y a une certaine rareté du truc, et certaines de ces plantes sont dans les civilisations qui sont liées à où est-ce que ça pousse, utilisées comme des plantes médicinales depuis très longtemps, avec beaucoup de vertus. C'est comme, du coup, on peut se demander, est-ce que même la sauge ou des plantes médicinales de chez nous peuvent être considérées comme des plantes adaptogènes, tu vois. Ça peut être intéressant de se poser la question. Après, les super aliments, c'est pareil pour moi, c'est tout ce qui contient plein de micronutriments et plein de bénéfices sur la santé, sur l'humeur, sur la régulation des hormones. En fait, il y a vraiment un aspect aussi un peu médicinal derrière ça. C'est peut-être pas des trucs qu'on va consommer de manière régulière tout au long de l'année, même si on pourrait sur certaines, je pense. Mais
de manière générale, c'est des choses qu'on va plus consommer quand on va se sentir un peu fatigué, l'hiver. Enfin, c'est conseillé plus comme ça, en tout cas, sur les plantes adaptogènes. Et les super aliments, ça peut être la spiruline, par exemple. Le pollen de pain perdu. Enfin, voilà. D'ailleurs, pour tout ça, il y a Mario Bracco, qui a aussi fait un podcast avec Biomécanique, qui vend via son site Supers Aliments, des super aliments et des plantes adaptogènes. Et pour les gens chez qui ça intéresse, je vous invite à écouter le podcast, parce que c'est très très intéressant ce qu'il raconte. Allez vous abonner à Mario Bracco, vous allez découvrir des trucs intéressants. Exactement. Et là, j'arrive à ma prochaine question. Nicolas, 18 œufs par jour. Non, 12. 12 à 18. Non, c'est non 10 à 12. Ok. D'ailleurs, à aparté, dans le livre de Julien Vénesson, il y a une étude qui a été portée sur un mec qui a consommé plus de 12 œufs par jour, mais je crois que c'est 18 du coup, toute sa vie. Et l'étude a montré que son taux de cholestérol était tout à fait normal. Voilà. Le cholestérol, il est endogène et exogène. Si tu l'apportes pas par l'alimentation, ton corps il va quand même le synthétiser. Ouais. Mais tu sais, il y a tout un truc autour des œufs et oui, mais bien sûr. Et le cholestérol. C'est une étude sur un mec. Ça veut rien dire. Oui. Tant que déjà vous parlez pas de méta-analyse, franchement les études scientifiques, c'est même pas à prendre avec tes pincettes, c'est à prendre pas du tout. Mais alors quelqu'un qui te voit manger 12 œufs par jour et qui dit mais Nicolas, t'es fou, pourquoi tu fais ça? T'es pas en bonne santé, manger autant d'œufs tous les jours. Mais non, mais tu fais n'importe quoi, mec. Tu te mets en danger, t'es un malade mental. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Bah, c'est dur parce qu'il faut résumer 5 ans d'optimisation et de questionnement permanent de tous les jours. Ouais. Bah, mais même d'un point de vue équilibre. De quoi? D'un point de vue équilibre, quand on dit les extrêmes sont... Voilà. Mais non, mais extrême, c'est pareil. C'est pour quelqu'un ça va paraître extrême, mais pour moi ça l'est pas. Pour moi, ce qui me correspond et pour moi mon extrême ça va être de manger de la viande, alors que pour quelqu'un d'autre, son extrême ça va être de manger des œufs et de bouffer de la viande H24. C'est ça qui est intéressant. L'extrême, il est personnel et adapté à chacun. Alors, la viande, en fait, t'arrêtes d'en manger parce que c'est pour les conditions animales, c'est... Bah, quand j'ai essayé de plus en manger, et bah, d'un seul coup, j'étais trop bien. Et des 2-3 tests que j'ai refait en mangeant, bah, j'étais nul. Du coup, j'en mange plus. Mais c'est pareil. Je m'enferme dans un... Donc c'est lié à la perf. Oui. La perf, la santé, le niveau d'énergie et tout. C'est, j'ai toujours une approche, qu'est-ce qui marche pas. Je suis full empirique. Si demain j'ai envie de manger de la viande, j'en mange. Et si ça marche, bah je mange que ça. Si demain je dois manger 1 kilo de viande ou être carnivore parce que c'est ça qui me permet d'être le mieux possible, bah je fais ça en fait. Je m'enferme dans rien du tout. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je mange toujours pareil comme ça. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, je fais toujours des petits tests. Ah tiens, ça, est-ce que je le digère toujours aussi bien? Est-ce que truc... bon, ça change toujours pas. Mais je suis pas enfermé, je suis pas dans le dogme. C'est à partir du moment où tu te mets au service du dogme, où tu t'enfermes dans quelque chose et que tu en es l'esclave, que tu as de fortes chances qu'il t'arrive des bricoles. Ok. C'est pour ça, c'est très bien des régimes, c'est très bien de tester quelque chose, ça vous permet d'aller dans un extrême et de savoir après où placer le curseur, mais de s'y enfermer et d'y rester à son service à l'infini, bah très souvent c'est délétère. Ouais. C'est pour ça, demain, s'il faut que j'arrête de manger des œufs et que je mange que un truc ou que je le remplace, bah je le fais en fait. Mais pourquoi les œufs? Bah parce que alors il y a ce qu'on appelle la protéine complète. Les œufs, c'est ce qu'il y a
le profil Aminogramme. aminogramme le plus complet de tous. Et c'est ce que je digère le mieux, et même de manière générale, c'est ce qui est un peu le plus digeste en termes de prot. Du coup, bah voilà. Et je mets des petits poissons pour oméga 3. Et aussi, oui, alors pourquoi je mange pas de viande? Alors, ouais, il y a un truc aussi. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, je crois pas. Demain, je suis dans un cas de figure où manger de la viande, c'est ce qui me correspond le mieux, et les œufs, ça me rend malade, et le poisson, ça me rend malade. En termes de source de prot, je parle. Je vais être confronté à 2 problèmes. Le premier, c'est que j'arrive pas à concevoir le fait de manger une chair animale d'un animal que j'ai pas tué moi-même ou chassé moi-même. Et le deuxième problème, c'est la qualité de celui-là. Même si je m'y résous au premier, comment je vais faire pour avoir la chair animale la plus qualitative possible quand on voit aujourd'hui à quel point c'est une abomination, à tel point c'est toxique. De toute façon, c'est toujours pareil. Vous avez juste à regarder c'est quoi les produits les plus consommés dans le monde, bah c'est ceux qui sont les plus pollués. En tout cas, qui ont le plus de chance, ou qui ont tous les extrêmes, qui sont le plus pollués et le moins pollués. Forcément. C'est ça aussi, c'est que ce qui fait toute la thune et toute l'économie. Et l'économie, ça veut pas votre bien. Ça veut juste l'argent. Parce qu'un mec qui veut manger plus d'oméga 3, bah oui, c'est ça. Il y a les antibiotiques dans la viande, et puis un mec qui va consommer les métaux lourds dans son saumon, et il aura des oméga 3, mais il aura plein de métaux lourds et plein de toxines non assimilables par le corps. C'est tout ça aussi. Et les Américains, ils sont nourris aux antibiotiques, en fait. Et on voit comment les antibiotiques, ça détruit ton corps et ta flore intestinale, en fait. Parce que même aujourd'hui, je vais acheter de la viande à la Biocoop à 60 000 € le kilo, bah... C'est ça aussi, il y a le prix. C'est un produit qui est hyper bien. Bon, déjà, c'est cher, mais même si tu résous le problème de l'argent, bah... Les animaux, ils sont quand même... Bon, c'est pas facile, quoi. Ouais. C'est plus facile d'avoir... Enfin, non. Sa poule. Ouais, voilà, c'est ça. Sa poule aux graines de lin, enrichie en oméga 3. Oui, en plus, les poules, c'est facilement spawnable. Genre, hop, tu prends la machine, là, la machine, c'est la poule, et hop, t'en mets partout, et ça te fait tes protes. Parfait. Alors que là, une vache ou une chèvre ou un truc élevé, c'est trop compliqué. Puis ça pue, hein. Ouais, en plus. Mais non, j'aurais du mal à manger de la chair animale si c'est pas moi qui l'ai tué. Parce que c'est ça aussi, c'est que la chair animale, c'est quand même quelque chose dans la nature qui est rare. Et faut y aller pour aller tuer ce que tu veux. T'as déjà essayé d'aller courir après un lapin ou toute la traque, les heures de recherche et de couilles qu'il faut pour des fois buter un animal, ça se mérite. Tu vois, c'est pas je fais 2 pas, je vais au carrefour et je prends la barquette. Mais t'es à des années-lumière là. Faut que t'aies au moins fait 8 heures de frictionner et que tu te sois buté la gueule pour y avoir droit. Et c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression que la viande rouge, notamment la viande rouge, elle est vraiment associée à un truc de masculinité et de virilisme. Tu vois, en mode, putain, tu vas manger de la viande rouge, mec, t'es musclé, t'es fort, t'es puissant, tu vois. Ou tu vas être puissant, tu vois. Ah oui, parce que c'est ça qui est... la viande rouge, c'est pas des petites bestioles, quoi. C'est pas... donc c'est ça. Pour l'avoir. Dans ton assiette, là, t'es tout nu à poil dans la nature, bah vas-y, bon courage, hein. Alors que mais là, pourtant, il y a aussi plein... à côté, bon. Même si c'est une des viandes qui est plus inflammatoire qu'une viande blanche ou que du poisson maigre, tu vois, il est forcé de constater qu'il y a aussi quelques nutriments intéressants de consommer un peu de viande rouge de temps en temps. Ouais, alors viande rouge, c'est pareil, il y a viande rouge et viande rouge. Déjà, le muscle, quand on dit bien viande, sûr, on mange que les muscles. Alors que dans les animaux, il n'y a pas que les muscles. Il y a les abats. Et les abats, ils sont micronutritionnellement parlant 1000 fois plus intéressants que le muscle. Ouais, apparemment,
C'est pas Attends, apparemment. c'est dans un podcast, j'avais entendu comme quoi, à l'époque des Cro-Magnons, les abats, c'était vraiment les pièces, bah c'est celui de Mario Braco, je crois, en fait. Les abats, c'était vraiment les pièces phares et maîtresses qui étaient vraiment gardées et réservées soit aux femmes ou soit aux chefs de groupe, parce qu'en fait, c'était ceux qui contenaient le plus de qualité nutritionnelle, en fait. Mais même, tu regardes les caricatures des films ou quoi, tout le temps quand on a cette image, cette caricature des tribus, et où le chef il mange des trucs bizarres, et où les mecs les plus forts c'est ceux qui mangent les trucs les plus bizarres de l'animal, genre. Bah, Ouais. ça vient forcément de quelque part. Il y a forcément un fondement de vérité. C'est intéressant quand même. Comment à cette époque ils pouvaient se rendre compte que telle pièce était plus nutritive qu'une autre, tu vois. Oula, alors là, Enfin bref, non, oui, je m'égare. On va revenir à nos streeteux, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on en fait nous de notre streeteux fumeur avec sa Monster, tu vois? bah, il a les meilleures perfs du monde et il va progresser de fou, mais à 50 ans, t'as un cancer et tu meurs. Mais même c'est ça aussi, c'est comment est-ce que tu veux pratiquer le street? Est-ce que tu veux être fort, progresser, mais en ayant des douleurs, en t'entraînant, en ayant mal, en ayant des tendinites, en ayant toutes ces contraintes de blessures qui impactent ta logistique de vie? Ou est-ce que tu veux progresser plus doucement, peut-être potentiellement, voilà, pas avoir le niveau de tes rêves ou le niveau d'un tel ou d'un tel, mais en t'entraînant bah, sans douleur, aussi longtemps que tu veux, en récupérant. C'est toujours ça. Est-ce que tu penses qu'on peut pratiquer du street toute sa vie? Et je parle vraiment de planche, hein. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. En fait, Pour l'instant, j'ai même pas réfléchi à ta question. J'ai toujours une philosophie, et même en street, hein, quand on me demandait est-ce que 15 full press, 20 full press, 100 full press c'est poussé, mais bien sûr, il n'y a pas de question à se poser, et c'est une philosophie que j'ai, c'est est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il n'y a pas de réflexion à avoir, parce que si tu t'emmerdes, si tu t'embrigades dans des réflexions, en fait c'est que ton mindset il est pas optimisé. Et c'est toujours pareil, c'est viser les étoiles pour arriver sur la lune. Oui, c'est pas possible de faire 100 full press, mais si tu te le dis dans ta tête, bah en fait au final dans ta vie tu vas en faire que 8. Alors que si tu te dis que c'est possible, bah en fait dans ta vie tu vas en faire 12. Et du coup bah 12 c'est plus que 8. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc ton meilleur conseil pour un mec qui voudrait optimiser son niveau juste avec son mental, enfin avec son nerveux, ça serait de pas avoir peur de se donner des objectifs et des rêves de street et d'y penser fort, quoi. Zéro limite, visualisation, t'y crois dur comme fer. Mais au fond de toi, tu gardes quand même une petite partie réaliste qui sait que t'auras jamais 1024 full press. Parce que si tu t'auto vraiment convainc de ça, bah vu que tu vas pas y arriver, peut-être le jour où tu vas te rendre compte, ça va te faire bizarre. En fait, c'est juste un backup de sécurité, tu vois. Mais que tu touches jamais et auquel tu penses jamais. Comme ça, tu auras pratiqué toute ta vie, tu vas être arrivé à 12 full press, tu vas te rendre compte que tu vas mourir et t'auras pas atteint 127 full press, mais dans ta tête, t'auras gardé ce truc de ouais, mais je savais bien que c'était pas possible et tu pars l'esprit tranquille. Tandis que si tu t'es vraiment convaincu toute ta vie que c'était possible et que le jour où tu te rends compte que c'était pas possible, bah là, bah t'es pas bien, quoi. Ok. Y a un dernier truc sur lequel je voulais finir, rebondir, c'était un peu les compléments alimentaires, parce qu'on a un peu tout retracé. On n'a pas trop parlé des compléments alimentaires, mais voilà. Faut pas oublier que la qualité aussi des compléments alimentaires, c'est super important. D'où est-ce qu'ils proviennent et quelles sont les compositions, et essayez de vous rapprocher au plus de compositions simples, avec le moins d'additifs, le moins de transformés possible, le plus de naturel possible, et comme on dit avec Nico, la base. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tous les compléments alimentaires du monde pour être le meilleur du monde, voire d'aucun, et ça peut très bien se passer, même si, voilà, même si
on voit que la supplémentation de quelques compléments alimentaires peut être vraiment bénéfique, comme la vitamine D. En vrai, c'est stylé parce que c'est pas dans les cales, donc ça va pas influencer ton poids. Donc en vrai, pas teuf, Monster et complément, pouah mec. Bah ouais. Magnésium, zinc, vitamine D, gros. Pas teuf. Monster, bah là, gros, moi j'ai 12 full press demain. Hein. Et puis à 50 ans, tu viendras, voilà, je te guérirai avec mes techniques. Voilà, t'inquiète. Mais ouais, mais c'est ça. Mais moi, je trouve que, en fait, c'est trop tard. C'est que déjà, un mec qui a bu des Monsters tous les jours pendant 2 ans, il a peut-être bu 600 Monsters, tu vois. Et il y a aussi une forme d'addiction, ça peut être comme la clope. Et je me demande aussi comment ton corps il réagit après le jour où t'arrêtes, tu vois. Et c'est peut-être, y a rien, tu vois. Mais il y a peut-être des trucs aussi, tu vois, on sait pas. En fait, on peut pas savoir, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est juste une question de principe et de comment tu veux faire ton truc, tu vois. C'est comme l'histoire de faire du street sans utiliser des protège-coudes, des protège-poignets, des élastiques, des trucs comme ça, tu vois. En fait, tout est une question de qu'est-ce que tu t'autorises et comment tu vois le truc et comment tu vois le truc le plus stylé pour toi. C'est ça le truc. Il y a des mecs qui... Enfin, je sais, la majorité des streeteux, aussi parce qu'ils sont jeunes, mais ils s'en battent les couilles de boire des Monsters et même ils trouvent ça cool, tu vois. Monster, bonbon, c'est parti, hein, training. En fait, moi, ce qui peut t'aider à choisir, c'est il faut que tu arrives à te dire et à te projeter. Est-ce que si je fais ces choix-là maintenant, dans X temps, s'il m'arrive ça, est-ce que quand il va m'arriver ce truc, quand je vais repenser au choix que j'ai fait, je vais regretter ou pas? Si tu vas regretter, bah tu sais quel choix tu dois faire. Et si tu vas pas regretter, bah tu sais aussi les choix que tu dois faire. Si là aujourd'hui tu te dis putain, j'hésite, je suis bon en mangeant ces trucs-là, mais je sais que il y a des chances que un jour je me fasse des grosses blessures ou que je me fasse très très mal dans ma vie et que ça arrête mon sport, et que au moment où, imaginons, ça se produit, je te le souhaite pas, mais ça se produit 10 ans plus tard, tu repenses à ce moment-là où tu as pris la décision de continuer et tu regrettes, bah en fait, le fais pas. Mais si tu sais que tu vas pas regretter avec ces choix-là, bah vas-y, go, pas teuf. Et inversement. En fait, c'est une prise de conscience, hein, clairement. Oui. Il y a des gens, ils cherchent pas à avoir cette prise ou ils l'ont pas du tout. Et il y en a d'autres qui l'ont plus tôt, quoi. Mais Là, ce qui est dommage, ouais. justement, c'est que quand c'est trop tard, t'es cette prise de conscience. Nous, on est là pour t'apporter cette prise de conscience maintenant. Tu vois, là, maintenant, on te fait un déclic dans ton cerveau. Et là, bah, soit tu continues dans la voie dans laquelle t'es, soit tu changes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Enfin, voilà. Écoute, moi je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. On a parlé de pas mal de trucs. Ouais, on dit des termes, hein, après c'est à vous de creuser. Ouais, c'est ça aussi. On n'est pas non plus des spécialistes, on n'a pas des études poussées en nutrition, donc on sera peut-être moins approfondi que certains podcasts qui vont prendre quelque chose précisément et le détailler parce qu'il y a eu des études et que ils ont vraiment une connaissance poussée, mais on a un bagage qui peut permettre de vous ouvrir des portes et c'est vous qui devez faire la démarche après d'aller vous intéresser sur ce qui vous intéresse ou pas, quoi. Mais je trouve ça plutôt sympa comme podcast. Et je sais pas si tu voulais rajouter autre chose, mais je pense que c'est pas mal pour celui-ci sur les différents types de régimes. Ouais, on est bien. Si j'ai une seule chose à vous dire, c'est tester. Et vous verrez. C'est essai-erreur. Comme dans un jeu vidéo. Bah oui, exactement.
Et ben voilà les gars, on vous laisse avec cette belle phrase. Je vous rappelle les conseils de bouquins de Julien Vénesson. Donc il y a le bouquin Nutrition de la force. Il y en a un autre qui s'appelle L'assiette de la force, qui peut être peut-être, mais c'est plus des recettes. Mais voilà, il y a celui sur le gluten aussi qui m'intéresse pas mal et que je pense que je vais essayer de lire un de ces quatre. Donc voilà. Et puis voilà. Bah merci Nico pour ce podcast. Merci Jules pour cette discussion pleine de Et termes puis et de mots-clés qui, j'espère, vous allez creuser. Voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Même écrivez ce que vous pensez du podcast. Et 5 étoiles sur YouTube. Et écrivez ce que vous pensez en commentaire. Partagez-le à vos amis. Mindpower, ça va aussi pas mal évoluer. Je vais essayer d'interviewer un peu plus des gens dans d'autres champs, pas que du street, un peu d'escalade. Enfin, j'ai envie de toucher à des trucs un peu plus larges aussi, toujours axé plus ou moins sport et santé, mais élargir au domaine du street, donc voilà. Écoutez, merci les gars, on se retrouve la prochaine pour un prochain podcast et portez-vous bien. Ciao.